lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Je suis de la gendarmerie, je suis de nationalité malienne et actuellement, dans le cadre de la transition au Mali, j'ai l'insigne honneur d'assumer les fonctions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? Pour moi, la notion de prévention à l'extrémisme violent a une double signification. La première signification, c'est plus de prudence et de vigilance pour aborder les questions de terrorisme. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, seconde signification, c'est la complexité même de la notion de prévention, qui résume à elle seule toutes les multiples vulnérabilités auxquelles nous faisons face. De quelle manière, dans vos activités, vous abordez la question de la prévention de l'extrémisme violent? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? La notion d'extrémisme violent, comparativement au terrorisme, est assez récente. Dans ma modeste carrière, vous savez, j'ai travaillé aussi en dehors du Mali, notamment à l'Union africaine, précisément au Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, qui est basé à Alger. Je m'occupais des questions de terrorisme. Mais très rapidement, s'est imposée la nécessité disons, de travailler sur les causes. Moins sur la menace elle-même, mais sur les causes conduisant au terrorisme. Donc, nous avons petit à petit commencé à renforcer les questions de prévention. Nous avons commencé à nous intéresser aux causes et surtout à la nécessité de travailler avec différents acteurs, mais des acteurs non gouvernementaux, comme la société civile, les leaders communautaires, les leaders religieux. Entre 2009 et jusqu'à ma dernière fonction à la CEDEAO, on voit qu'il y a une évolution en la matière. Et petit à petit, je crois qu'aujourd'hui, la notion d'extrémisme violent en tout cas, occupe une bonne place dans la problématique de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Et justement, est-ce que vous rencontrez des difficultés à faire accepter cette approche de prévention de l'extrémisme violent? Vous savez, les difficultés sont réelles, on ne peut pas le nier. Toutefois, elles ne sont pas le fait de résistance individuelle, mais plutôt des paradigmes qui encadrent notre action. Vous savez, quand vous êtes militaire ou policier, dans le cadre de votre formation ou de vos missions, à proprement parler, vous n'êtes pas compétent pour régler des conflits sociaux complexes, comme des conflits liés, par exemple, à la gestion des ressources naturelles. Voilà un peu, en tout cas, la difficulté principale que j'ai pu constater durant toutes ces années. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention a évolué et a changé depuis le plan d'action du secrétaire général des Nations Unies il y a 6 ans, au niveau international et régional? Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs ont compris que la lutte est complexe et nécessite une approche plus douce, quoi, de s'attaquer à ces causes structurelles et ces causes attractives. En outre, comme vous le savez, dans beaucoup d'États, en application justement des recommandations du secrétaire général des Nations Unies, beaucoup d'États ont adopté un plan national de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. En tout cas, le Mali l'a fait. Je sais qu'également, il y a beaucoup d'États africains qui l'ont fait. Avez-vous l'impression que l'initiative des conversations régionales a été utile pour mener un plaidoyer à un niveau national, régional et international sur la prévention de l'extrémisme violent? La notion de conversation régionale couvre deux réalités. La première réalité, elle est géospatiale. Et si mes souvenirs sont bons, il y a eu des conversations régionales
en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique du Nord, en Afrique centrale. Mais au-delà de ça, il y a une autre réalité qui est plus thématique. Vous savez, le fait de mettre à chaque fois dans une même salle des acteurs de nature différente, très hétéroclites. Je pense aux autorités traditionnelles, coutumières, des acteurs de la société civile, des forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est cela l'intérêt d'avoir, vous savez, des acteurs hétéroclites. Et on découvre des perspectives différentes. Comme vous le savez, quand on parle d'extrémisme violent, de la nécessité de prévenir l'extrémisme violent, les perspectives sont différentes selon que l'on soit acteur de la société civile ou que l'on se trouve du côté du gouvernement ou de la société civile. Est-ce que ça a changé quelque chose, vous, dans votre manière de penser, manière d'agir, que de participer à ces conversations régionales? Personnellement, ça m'a permis comme une fois, de comprendre un peu d'abord les limites de notre action. Vous savez, j'ai toujours travaillé du côté du gouvernement, ensuite des organisations régionales. Bien sûr, ça m'a permis de comprendre les limites de ces différents acteurs et surtout la nécessité de plus en plus d'impliquer. C'est carrément une obligation. On ne peut pas faire sans les acteurs de la société civile, mais de trouver un cadre beaucoup plus formel pour prendre en compte, vous savez, les perspectives et les préoccupations de ces différentes communautés et de les impliquer, je dirais, tout le long du processus décisionnel. Est-ce que le dialogue qui est au centre de l'initiative vous paraît être un outil important de prévention? Donc déjà, dans le principe, je pense qu'il est bon de toujours dialoguer. En tout cas, les conversations régionales comme dialogue ont toujours reposé sur des échanges francs, à la fois francs et sincères avec l'autre. Et l'autre au nom du principe de l'altérité. L'autre, c'est tous les autres acteurs impliqués directement ou indirectement dans la prévention de l'extrémisme violent. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre l'initiative des conversations régionales? Je pense qu'il est important de le faire. Vous savez, chez nous, il y a un proverbe, ça tombe bien, il pleut ce matin. Il y a un proverbe qui dit vous savez, on ne reconnaît pas les efforts de quelqu'un qui transpire sous la pluie. Et c'est vrai qu'on serait tenté de dire en fait, qu'au final, on dialogue, mais malheureusement, la situation ne s'arrange pas forcément. Je verrais la chose autrement. Heureusement qu'on dialogue. On peut aussi imaginer le pire s'il n'y avait pas de dialogue ou de conversation régionale comme le font les autorités suisses, ce qui se serait passé. Je pense que quelque part, il est important, en tant que la menace existe, de poursuivre, en tout cas, d'entreprendre différentes initiatives. Effectivement, je pense que le dialogue est un bon moyen disons, de renforcer la prévention. Merci, Monsieur le Ministre.